Et merci d'accueillir notre invité Florian Lecerf dans le studio. Quel accueil! Quel accueil. C'est un poil, je pense qu'on fait des petits réglages à chaque fois. Là, Olivier, on était un peu au-dessus. Tu crois? Je crois que j'étais bien, moi. Non, c'est pas qu'il mérite pas, c'est en termes d'hystérie, je pense qu'on était un peu. Je crois que vous étiez pas assez. D'accord, ok, très bien. Bienvenue Florian. En tout cas, désolé, on fait notre petite tambouille comme ça en même temps. T'es là pour nous parler de ce livre Rap Boss. Rap Boss qui est issu du podcast du même nom. Un podcast que d'ailleurs t'as décidé d'arrêter cet été, je crois. Et que j'ai repris pour une saison 2. Et que t'as repris pour une saison 2. Donc il y a eu un petit break, une petite fin pour donner envie de exactement, parce que j'ai vu un post, Rap Boss est de retour. Exactement. Mais il y a une petite transition. Et donc il y a ce livre qui, j'imagine, retrace un petit peu, en tout cas condense pas mal de contenu que tu as pu offrir aux gens qui te suivent en podcast. Parce qu'il y a pas mal de... c'est beaucoup de témoignages des gens de l'industrie musicale, donc des boss de labels, des managers d'artistes et plein d'autres encore. Et puis, à l'intérieur, tu entrecoupes quand même de beaucoup de conseils et de beaucoup de trucs de base à savoir quand on veut rentrer dans l'industrie, et particulièrement dans le rap, parce que c'est quand même plus axé rap, c'est ton truc. Pourquoi avoir voulu mettre ça sur un bouquin, sachant qu'il y avait déjà beaucoup de réponses qui étaient données dans le podcast? Ouais, l'idée c'est de créer un objet qui allait rester au-delà du podcast. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire un objet qui puisse être intéressant pour ceux qui ont aussi écouté le podcast. Donc en gros, effectivement, comme tu dis, le principe du podcast, c'est qu'on interviewe les professionnels qui font le rap français, donc des boss de label, des managers, des manageuses, enfin voilà, on interviewe les gens de l'ombre, mais qui pèsent entre guillemets dans le milieu du rap. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les interviews sous forme de portraits, pour que ça soit écrit de manière différente que si t'écoutais juste une interview, une retranscription bête et méchante de bonjour, comment tu t'appelles. Là, ça va plutôt être storytellé, ça va créer un peu plus d'imaginaire autour de l'invité. Et donc ça permet aux gens qui ont déjà écouté le podcast de le redécouvrir d'une manière différente, mais surtout on a ajouté des choses dedans. On a notamment des annotations, typiquement dans le podcast, quand t'as un invité qui me dit à l'époque Universal ne signait plus, je vais pas l'interrompre pour dire Universal ne signait plus à cause de ci, à cause de ça. Quand c'est un terme technique, je vais faire une pause pour l'expliciter, mais quand c'est des trucs comme ça, je peux pas non plus le couper tout le temps. Et donc du coup l'idée, c'est que dans le livre, t'as des annotations dans lesquelles j'explique en gros les mises en contexte de ce qu'il raconte. Donc quand le mec dit que c'était compliqué de signer, j'explique pourquoi. Dans la marge, t'as 10 lignes pour expliquer pourquoi à ce moment-là c'était compliqué. Ok, donc ceux qui sont perdus dans le podcast, à ce moment-là, ils peuvent retrouver comme un dictionnaire. Comme un dictionnaire. Et c'est vraiment un truc de mise en contexte. Tu vois, ça explique vraiment le truc de oui, à ce moment-là, les contrats étaient moins faciles, etc. Donc il y a vraiment un truc où t'as du contexte sur l'industrie musicale. Et à la fin de chaque chapitre, t'as une fiche pratique qui explique un contrat ou un rôle en lien avec l'invité. T'as un manager, on va expliquer en 2 pages c'est quoi le contrat de management. Ok, d'accord. Alors, bien complet. On l'a pas précisé, mais le livre est sorti le 25 septembre. Exactement. Il est dispo donc un petit peu partout depuis la semaine dernière. Et puis on n'a pas précisé non plus le fait que tu sois aussi à l'origine d'une agence qui s'appelle 135 Médias. C'est une agence de conseil pour les artistes, donc ça va carrément avec ce qu'il y a dans le bouquin, puisque ça, pour un jeune artiste qui démarre, c'est quand même un bel outil. Tu le dis d'ailleurs, tu as créé un peu l'outil que tu aurais aimé avoir quand toi tu t'as commencé à te renseigner un petit peu sur l'industrie musicale. Dans l'agence, tu donnes des conseils à la fois communication, stratégie. Qu'est-ce que, par exemple, avec qui tu as travaillé récemment et quel exemple tu peux nous donner de job que tu as fait avec ces gens-là? En gros, on a 2 parties dans l'agence. On a une partie business, c'est plutôt ça dont moi je m'occupe. Donc c'est vraiment d'aider les artistes à trouver des contrats en maison de disques. Et ça, on bosse avec beaucoup de personnes, on les aide en édition, en tournée, en label, et vraiment on les conseille. On leur fait rencontrer les meilleurs partenaires et on fait négocier les meilleures conditions. C'est ça notre taf. Et là-dessus, on a peut-être accompagné 40 ou 50 rappeurs. Donc tu vois, c'est quasiment que du rap, mais t'en as plein, tu vois. On a fait Joe Lagreen en édition, on a fait Gapman, on a fait H La Drogue, on a fait Uzi, on a fait Folies, on a fait Dali, on fait vraiment beaucoup d'artistes là-dessus. On a aussi fait, il y a plus longtemps, on a fait Weshden, on a fait Yeska, on a fait MIG, Flemme, le compositeur de Freeze. Donc voilà, on accompagne une 50aine de personnes là-dessus. Et après, on a une partie qu'on appelle Label Services, où ça, c'est du conseil pour les aider à développer le projet. Une fois que tu as signé, tu as potentiellement besoin de choses en plus, et du coup, on peut accompagner là-dessus. On fait soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et là-dessus, on a fait récemment, on a accompagné BDLM, donc Tiakola sur la sortie du projet BDLM, qui est sorti la semaine dernière. Donc là-dessus, on a fait la communication avec eux. Notamment, tu vois, on a développé un peu les idées de la visual mixtape, le fait qu'il y ait un clip par morceau. Ça, c'est des trucs qui ont été faits avec Milan, qui bosse avec moi sur la partie communication. On gère par exemple aussi des fois de l'admin pour des artistes. On fait ça avec Tiff, on fait ça avec Opinard, on fait ça avec Mona Santana. On fait du marketing.
on fait du marketing sur plein de clips de rap, on fait vraiment beaucoup de choses. Quand tu dis admin, pour ceux qui connaissent pas et qui comprennent pas, qu'est-ce que tu veux dire ? En gros, une fois que tu as signé et que tu es producteur de ta musique, tu as besoin de faire beaucoup de choses dans ta boîte. En fait, tu gères ta boîte, tu es entrepreneur. Et donc du coup, quand tu ramènes un compo, faut que tu fasses un contrat. Quand tu fais appel à un feat, faut que tu lui donnes faut que tu fasses un cachet, faut que tu donnes un pourcentage. Et tout ça, des demandes de subventions, etc. Ça, c'est des choses qu'on gère pour certains artistes avec qui on bosse. Ok. Donc vous êtes combien ? On est 9. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et ça date de quand on a lancé la boîte en 2018. Et du coup, on a grossi progressivement en bon père de famille. Et là, du coup, on est 9 maintenant. Ok, d'accord. T'as un exemple précis de stratégie de com que t'as pu mettre en place, par exemple ? Ouais, carrément. Donc, comme je te dis, moi, je m'occupe plutôt de la partie business, mais du coup, j'interviens sur la com et c'est vraiment mes équipes qui le font. Mais tu vois, récemment, on a eu un cas intéressant. Il y a Uzi qui a sorti un nouvel album, Sur le chemin. Et au moment où on a sorti l'album, il y a une question qu'on s'est posée avec son équipe, notamment Nizar, etc. C'était de se dire, en gros, Uzi sort d'un album qui a moins bien marché. L'album d'avant, qui s'appelait La Cour des Grands, c'est un album qui a moins bien marché. Et du coup, au moment où on s'apprête à sortir notre album, on a la chance d'avoir un morceau qui s'appelle La Crapocette qui marche bien, mais on n'a pas un engouement de fou. Et on se dit aussi que le problème qu'il y a, c'est que ce qui marche bien avec Uzi, c'est quand on sort des nouveaux singles, mais que sur l'album, les gens vont l'écouter si tu as déjà fait une grande campagne avant avec beaucoup de singles qui ont plu, etc. Et là, on n'avait qu'un seul single en vrai, parce qu'on arrivait un peu en rapide. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le sortir en plusieurs phases. C'est qu'on s'est dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir une première version de l'album, et on va, pour le coup, c'est à peu près tous les 2 mois, on va rajouter 3 morceaux. Et le fait de rajouter 3 morceaux, ça nous permet de bosser un morceau de plus par phase. C'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'il y a 3 morceaux qui sortent, et il y en a un qu'on bosse comme un single. Et du coup, ça a permis, on sort le projet en février, on fait 2500 ventes en première semaine, ce qui n'est pas énorme, hein, et on fait disque d'or en 6 mois. Les gens se moquaient au début. Exactement. Et sauf que du coup, grâce à ses stratégies et grâce au fait qu'il avait des gros titres, il a plein de morceaux qui font des certifs en ce moment parce qu'il a des gros titres, mais du coup, comme ils étaient diffusés les uns après les autres, ça a permis de vraiment les défendre, de les mettre en avant, de bien les teaser, etc. Et en gros, il a vendu... En fait, il a fait sa première semaine, il l'a fait pendant 6 mois, il a fait la même. Donc du coup, là, on est disque d'or et en vrai, on finira platine sur ce projet, si c'était plus, tu vois. Donc un vrai travail sur la longueur pour le coup. Où est-ce que tu t'inspires pour trouver des stratégies de communication ? À une époque, on regardait tous ce que faisaient les États-Unis. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Moi, j'écoute pas de rap Quinry, donc en vrai, je le vois pas. Donc, tu l'écoutes pas, mais je regarde même pas. Je suis plus moi, je m'inspire plutôt de ce qui peut se faire. Soit il y a des trucs qui ont déjà été faits et tu les refais mieux, entre guillemets, ou soit je regarde ce qui peut se faire sur un jeu, sur un film, sur un média. En fait, c'est plutôt les trucs connexes à la musique. Tu vois, une bonne stratégie qui a été faite par une marque, pour une pub par exemple, et à ce moment-là, tu te dis, ok, comment celle-là elle pourrait exister dans la musique. Ça peut être inspirant à ce niveau-là. Exactement. Ok. On a reçu A2H il n'y a pas longtemps et il a un label aussi et il nous a parlé du manque de soutien psychologique au sein de l'industrie, tu vois. Donc déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de l'intégrer dans ton monde business ou pas du tout ? Alors, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, quand tu es artiste, tu as beaucoup de pression. Et là on parle côté artiste, donc on est d'accord, on parle pas côté professionnel. Quand t'es artiste, t'as beaucoup de pression et surtout c'est compliqué parce que c'est te plaindre quand t'es artiste, c'est très compliqué. Tu vois, c'est le même truc que tu vois, genre les youtubeurs qui disent je suis riche, je suis connu, mais c'est dur pour moi. Les gens disent déjà t'es riche, t'es connu, te plains pas, tu vois. Donc il y a une vraie pression. Qui sortent de milieux assez compliqués. Exactement. Et d'un coup t'as toute cette notoriété, lumière et les problèmes qui vont avec et la famille qui met la pression et plein de choses. Moi, il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé à bosser dans la musique, je me suis fait la même réflexion et je me suis dit c'est compliqué pour les artistes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des coachs qui sont plutôt des coachs pour sportifs ou pour entrepreneurs, mais des coachs mentaux, tu vois, genre des gens qui sont habitués à accompagner des gens qui ont la pression, qui se prennent de la pression. Des coachs de vie, entre guillemets, tu vois. Et j'en ai rencontré un certain nombre pour essayer de trouver le bon, donc tu vois, j'en ai vu peut-être une dizaine, et en vrai, j'en ai fait une liste que je présente aux artistes par moment, mais ils ont beaucoup de mal à se dire, je vais aller voir un coach, ou ils ont beaucoup de mal à se dire, j'ai besoin de quelqu'un, parce que moi, je travaille que dans le rap. Donc dans le rap, t'as aussi une certaine fierté. Et tu vois, le côté, par exemple, aller voir un psy, c'est quelque chose de très négatif, de très mal vu, de faiblesse, tu vois. De moins en moins, mais c'est encore c'est encore le cas, mais effectivement, c'est en train de changer, mais je pense que c'est comme, tu vois, il y a d'autres endroits où c'est plus facile, tu vois, genre le truc de santé mentale, etc. Ça en parle beaucoup, donc c'est plus simple. Dans le rap, il y a encore ce truc de fierté. C'est aussi assez masculin comme milieu, donc il y a aussi un peu ce côté-là, tu vois. Et donc du coup, honnêtement, je l'ai envoyé à plusieurs artistes, et à chaque fois, ils n'ont pas forcément passé le cap. Après, je pense que ce qui serait idéal, c'est que en fait, il faudrait que ce soit une espèce d'automatisme. Tu vois, à l'école, on avait l'infirmière scolaire, tu vois, et je pense que ce serait bien que tu aies
un cabinet qui se crée et que tous les labels prennent entre guillemets des séances parce que c'est pas ce qui coûte très cher. En fait, le problème il est pas financier, le problème il est plus le fait d'y aller. Il faut débloquer. Il faut débloquer. Et tu vois, et si tu lui dis c'est disponible, les horaires c'est ça, je te donne le numéro, plutôt que et genre tout le monde le fait, plutôt que de dire tiens regarde c'est un coach que tu peux appeler. Il faut qu'il y ait un espèce de truc où on pense que c'est automatique qui fait que les gens iraient plus facilement le faire. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et le plus dur c'est qu'ils se lancent eux-mêmes quoi en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est comme d'ailleurs ça concerne pas que les artistes finalement dans la vie, faire la démarche aller chez un psy, il faut avoir débloqué une classe. C'est ça, faut limite avoir déjà débloqué le truc sur lequel il va t'aider, tu vois. Exactement. Et selon toi, il manque quoi d'autre dans l'industrie? Dans l'industrie musicale du rap, il manque de la formation. En vrai, tu vois, c'est ce qu'on essaie de faire avec le podcast, ce qu'on essaie de faire avec le livre. Mais c'est en fait, on me pose souvent la question de est-ce que le monde du rap est plus professionnalisé. En fait, les gens qui sont dans le rap, ils se professionnalisent au bout de 2-3 ans. Et franchement, je pense qu'il y a un vrai niveau par rapport à il y a quelques années. Mais le problème du rap, c'est que c'est une musique de nouveauté constante. Donc constamment, tu as des nouveaux artistes et des nouvelles équipes qui arrivent et qui refont un peu les erreurs de leurs aînés. Alors d'année en année, c'est mieux, mais tu as quand même un moment d'apprentissage qui fait que il faut continuer à former les gens au début, parce que c'est au début qu'ils font des erreurs, c'est au début que c'est le plus important. Tu as du buzz au tout début, tu fais 3-4 clips sur YouTube, tu as du buzz. Si tu n'arrives pas à te professionnaliser très vite, tu peux le perdre. C'est vrai. Tu vois, et du coup, ça c'est compliqué, parce qu'en fait, te professionnaliser, en général, ça arrive à un moment où c'est peut-être trop tard. Ok, d'accord. Florian Le Cerf, c'est notre invité, il est avec nous pour parler de Rap Boss, le podcast à l'origine, et puis maintenant le livre, un livre qui permet de comprendre les coulisses de l'industrie musicale et qui donne pas mal de tips avec à la fois des témoignages comme dans le podcast de professionnels de l'industrie. C'est très axé rap quand même, mine de rien, même si je pense que ça s'applique aux autres genres musicaux. Ça s'applique aux autres genres carrément. Toi, j'imagine qu'on n'en a pas parlé, mais t'es un passionné de rap à la base, parce qu'on part pas dans ce genre de projet si on n'aime pas ça. Exactement. C'est quoi ton plus vieux souvenir de rap? Waouh. Franchement, tu me bloques là. J'ai de plus vieux souvenirs de rap. Tu sais, la première fois que t'as entendu parler du rap ou que t'en as entendu La première fois où vraiment je me dis je kiffe, je pense que c'est un morceau Booba sur Westside. Ok. Je saurais plus dire lequel. Mauvais garçon sûrement. Mauvais garçon ou Garde la pêche peut-être. Tu vois. Sûrement. C'est un souvenir là comme ça, je dirais ça. Et c'est là où tu dis tiens, c'est ça de rap. J'écoute, je me le prends, mais le moment où vraiment je m'ai kiffé le rap, c'est 09 de Booba. Alors que c'est un album décrié, tu vois. Ouais. Mais du coup, moi j'avais écouté vite fait, ça m'avait interloqué, mais j'étais pas encore dans le Peura, tu vois. Et au moment où j'écoute, et moi je découvre vraiment au moment où il sort 09 en vrai, et je me le prends de ouf. Et comme j'ai pas vraiment de comparatif, pour moi c'est un mode d'album. Okay. Et encore aujourd'hui, parce que du coup c'est avec ça que j'ai découvert, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est avec celui-là qu'il arrive avec l'autotune, non? Exactement. C'est ça. Mais j'écoutais pas vraiment. Exactement. Mais moi j'écoutais pas vraiment de rap avant ça, tu vois. Et du coup au moment où 09 sort, moi je découvre vraiment et je kiffe. Et du coup après j'écoute tout ce qui, enfin je me mets à écouter tout ce qui existe. Mais comme j'arrive via ça, je suis pas en mode c'est un mauvais album. Alors qu'à l'époque il était beaucoup décrié parce que justement autotune et tout, tu vois, moi ça m'a pas choqué. Français du coup, rap français ou il y avait un peu de Quinry À ce moment-là j'écoutais du Quinry aussi. Après j'ai un peu arrêté, mais j'écoutais 50, Eminem, tout ça. Limite j'ai plus commencé par le Quinry dans la foulée, mais après je suis revenu sur du français rapidement. Et là tu nous disais aujourd'hui t'écoutes plus du tout de rap Quinry? Quasiment pas. Quand j'écoute Top 50 Spotify, je tombe dessus, tu vois, mais c'est pas, j'écoute pas trop. En fait, dans mon taf, c'est découvrir de nouveaux artistes tout le temps. Donc j'écoute tout le temps, entre nos artistes avec qui on bosse, entre les trucs que j'écoute à titre purement personnel et tous les nouveaux artistes qu'on doit découvrir. En vrai, j'ai même plus le temps, quoi. J'écoute trop de rap rien qu'avec ça déjà. Il y a trop de sorties en fait. Trop de sorties, c'est abusé. Il y a pas un peu de chansons dans cette histoire? Je bosse. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des artistes avec qui je bosse qui maintenant font du rap qui est de plus en plus hybride. Donc c'est pour moi du c'est rap pop un peu chanté. Tu vois, moi je bosse avec un mec qui s'appelle Dali. Qu'on joue d'ailleurs ici. Ok, bah ça tue. Et bah tu vois, pour moi, on est à mi-chemin entre de la chanson française et du rap. Mais sinon, les trucs chansons que après, moi j'écoute les tops pour voir ce qui sort. Donc en vrai, ça peut m'arriver d'écouter d'autres choses. Mais globalement, très rap français. Ok. On le disait, ce bouquin Rap Boss là, qui est dispo depuis la semaine dernière, d'ailleurs un petit peu partout, il permet de donner des clés principalement aux nouveaux artistes. Et tu le disais tout à l'heure, c'est important de se former au tout début de sa carrière. Pour un jeune artiste là, qui débute dans le rap, c'est quoi le piège à surtout éviter? Il y en a plusieurs évidemment, mais le principal piège, c'est attention avec la première personne avec qui tu t'engages. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que, et ça c'est très dur quand t'es artiste, et tu vois, il y avait une interview de Joke qui en parlait à un moment et je trouvais ça intéressant. À l'époque, il a signé dans le label de Tequila Tex.
Ouais. Et c'était un label d'électro. Et du coup, il y avait un mec qui disait ouais, t'as signé dans un label électro, t'avais une vraie vision sur la suite. Et en fait, j'ai dit bah non, en fait, j'ai signé dans le seul label qui était prêt à me signer, tu vois. Et souvent, quand t'es un jeune artiste, il y a des opportunités qui arrivent et c'est très dur de savoir si c'est l'opportunité la seule opportunité que t'auras. Et dans ces cas-là, peut-être que c'est un truc qui est pas ouf et tu vas quand même signer. Ou peut-être que si tu refuses, dans quelques moments, t'auras quelqu'un de plus aguerri qui va venir t'accompagner. Donc en gros, je dirais, au-delà de la relecture du contrat et de tout l'aspect contractuel, c'est plus est-ce que l'opportunité de maintenant, c'est une bonne opportunité pour la suite, tu vois. Parce que des fois, t'as pas le choix, hein. T'es là, tu galères. Donc du coup, il y a un gars qui dit je vais te produire. Il a jamais rien fait avant. Ouais. Il a la thune pour en mettre. Mais il y connaît rien et ça va peut-être être un frein pour tout le reste de ta carrière, tu vois. Donc ça, c'est très compliqué. C'est de se poser la question de est-ce que la personne avec qui je commence, elle va pas me bloquer un moment, tu vois, genre est-ce qu'elle va pas être un moment un frein. Mais souvent, un frein était d'abord un accélérateur. Ouais. C'est que c'est la personne et du coup la difficulté, c'est que souvent on se dit bah vas-y au pire je commence avec lui, on verra plus tard, mais ça marche pas comme ça. En fait, une fois que tu commences avec quelqu'un, ça commence à marcher. Il va pas te laisser. Si ça marche, c'est dur de se détacher. Dès le début, il faut verrouiller sur des durées très courtes. Sur des durées courtes, mais sauf que tu vois les durées courtes dans la musique en général, tu signes pour 3 albums. En fait, en 3 albums, il a le temps de niquer ta carrière, tu vois. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que ça n'existe pas. En fait, la production, c'est un risque. C'est quelqu'un qui va dire je vais investir sur ton album. L'artiste ne paye rien. C'est quelqu'un qui va dire je vais produire l'album, je vais mettre de l'argent, je vais le financer. Et donc quand tu as un artiste en développement et que tu n'as pas d'opportunité, c'est que c'est risqué. Donc il n'y a pas tant de gens qui sont prêts à y aller. Donc le mec qui est prêt à y aller, tu peux pas lui dire on fait un album, ça starte le truc, et après moi je vais voir ailleurs, tu vois. Donc c'est ça la grosse difficulté. C'est le côté, quand tu commences avec quelqu'un, tu es censé t'engager pour une certaine durée. Et des fois, tu te dis, bah, c'est lui, c'est mieux que rien, mais le mieux que rien peut faire que tu pèteras jamais derrière, quoi. Okay. Et c'est quoi un mauvais contrat ? Alors, dès que tu vois le contrat, tu te dis, ah non, là, j'y vais pas, je vais me faire baiser. En fait, l'histoire, je vais me faire baiser. Il y a deux trucs. Répète-le quand même. Je vais me faire baiser. Voilà. Important. On va dire, il y a plein de variables dans un contrat, mais il y en a deux principales. C'est le nombre d'albums, d'accord, et le pourcentage que tu touches. Quand tu es en contrat d'artiste, tu touches un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc c'est un petit pourcentage parce qu'en fait, t'es payé peu importe que ça rapporte de l'argent, du bénéfice ou pas. Si ton album, il génère 100 000 euros mais qu'il a coûté 150 000, il est en perte. Mais tu vas quand même toucher ton pourcentage des 100 000 euros. D'accord ? Un contrat d'artiste, légalement maintenant, il y a des minimums, c'est 11%. D'accord ? Un bon contrat d'artiste, tu te rapproches des 15%. D'accord ? Un contrat d'artiste de fou, t'es à 20%. Alors ça paraît pas énorme, mais en fait, comme t'es payé avant les dépenses, bah en gros, c'est le un mec, risque pour celui qui produit. Donc c'est normal qu'en gros, tu peux pas avoir 50% parce que sinon il n'y a plus d'argent pour faire les dépenses et plus d'argent pour le bénéfice. Donc on va dire le taux, mais maintenant que légalement, déjà si t'as un contrat à moins de 11%, c'est pas légal, donc faut pas y aller. Tu vois ? Et le taux, en vrai, que t'es 11, 12, 13 ou 13, 14, 15, ça changera pas énormément la donne, tu vois. Donc je dirais quand même vérifier que le minimum légal est accepté. Vérifier qu'il y a quand même une avance, même si c'est pas le principal, mais c'est important, mais quand t'es en début de carrière, tu peux pas demander une énorme avance, tu vois. Et surtout la durée. Parce que si t'as un mauvais contrat et que tu l'as pour 5 albums, c'est chiant. Si t'as un contrat pour 2, 3 albums, c'est long, mais ça va encore, tu vois. Donc je pense que la durée, c'est ça. Parce que t'as des producteurs qui arrivent, et surtout indépendants, tu vois, qui arrivent et qui disent je vais signer pour 6 albums. Mais 6 albums, c'est 15 ans de prison en vrai. Tu vois, c'est genre, ça va te prendre. Tu mets 2 ans à les sortir chacun, au bout de 12 ans, t'es enfin libre. Et surtout, le truc qui est important, c'est quand t'es producteur, quand t'es signé en artiste, la musique appartient à ton producteur. Donc ça veut dire que. Imaginons, t'es un artiste qui a commencé en contrat d'artiste et t'es devenu une énorme star, bah toute ta vie, tu vas toucher tes 11%, on va dire. Alors que les albums, ils sont remboursés depuis très longtemps. Tu vois ? Donc l'album, il peut rapporter des millions d'euros par an. Toi, tu vas prendre 100 000 euros. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit évolutif, quoi. Et c'est difficilement évolutif. Donc du coup, tu peux évoluer, mais de quelques pourcents. Donc du coup, c'est pour ça que c'est bien, quand tu commences à avoir du succès, si t'es libre bientôt, ça te permet d'avoir un contrat dans lequel tu as plus de parts. Parce que du coup, tu ne seras pas en artiste, tu seras en coproduction, ou tu seras en licence, ou tu seras en distribution. De renégocier au maximum. D'avoir un autre type de contrat. Et pour avoir un autre type de contrat, l'idéal, c'est que ton premier contrat ne soit pas trop long. C'est quoi la plus grosse arnaque dans le rap auquel tu as pu assister, justement ? Bah les mecs qui payent pas les pourcentages, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, t'es avec un producteur, et contractuellement, il doit te donner 11, 12, 13, 14%, peu importe ce que tu as défini. Et en fait, le mec, il te les envoie jamais. Tu vois, il te paye juste pas. Et il n'y a pas d'épreuve papier, il n'y a pas des contrats tu peux l'attaquer en justice, mais c'est toujours la même chose. C'est que déjà, c'est pas dans les mœurs. Tu vois, d'attaquer en justice, quand t'es dans le rap. Dans le rap, en tout cas. Dans le rap, c'est pas dans les mœurs. Où il y a d'autres genres musicaux où t'as intérêt à être sérieux sur tes conditions parce qu'on va vite te mettre quelqu'un en face, tu vois. Mais dans le rap, il y a ce truc de c'est pas dans les mœurs. Et il y a le truc aussi de souvent ton producteur c'est potentiellement un proche, donc attaquer un proche c'est relou. Et puis il y a l'autre truc aussi, c'est que
c'est que tu le sais pas. Enfin, il y a ce truc-là qui fait qu'en gros, quand c'est pas respecté, et surtout que t'as toujours peur du judiciaire, parce que quand tu rentres dans le judiciaire, tu sais que tu peux être bloqué le temps que ça se règle. Ouais, clairement. Tu vois, et donc potentiellement, des fois, les artistes préfèrent dire, écoute, j'ai pas été payé, je lui dois 3 albums, je finis l'album, je sortirai plus tard. Et à ce moment-là, je reviendrai le voir. Mais il faut que je me libère de mon contrat d'abord, tu vois. Okay. Donc je pense que c'est le... Puis après, les arnaques, en vrai, dans le rap, c'est que t'as beaucoup de gens qui viennent te voir en disant « Je vais te signer ici, tu vas prendre ça comme argent. » Et puis à la fin, il se passera jamais rien. Ou alors le mec va te dire « Tu vas prendre 100 000 €, mais toi, t'as pris 100, le mec, il a pris 100 de son côté, t'es pas au courant, tu vois. » Ah ouais. Mais ça, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le game. C'est le jeu. Baron moi, je voulais savoir ce que toi, tu penses de ce nouveau format un peu TikTok du rap un peu. C'est-à-dire qu'on est passé sur des formats beaucoup plus courts. Ouais. Et même dans la sonorité de la musique, en gros, tu sens que parfois, il y a des sons, c'est vraiment fait pour, le réseau, pour le buzz un peu. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'en penses de tout ça ? Alors, j'en pense 2 choses. La première, c'est qu'il y a toujours eu des formats. On est en radio ici. La radio a aussi formaté les singles. C'est-à-dire qu'il fallait faire des singles courts. 3:30, ouais. Voilà, exactement, avec pas mal de refrains, etc. Donc ça a toujours existé. Donc ça, pour moi, ça a toujours existé à un moment ou à un autre qu'un médium puissant influence le produit, entre guillemets, tu vois. Maintenant, et le truc de TikTok qui est intéressant, c'est que je pense que c'est limite le réseau où le formatage marche le moins. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as des trucs évidents qui pètent, genre Monaco de Guy Besbar, il y a des trucs qui sont évidents. Mais t'as aussi beaucoup de trucs très spé qui arrivent à péter. Tu vois, genre, moi, je bosse avec un artiste qui s'appelle Mena Santana. C'est un rappeur très spé. Il fait de l'horrorcore, c'est vraiment très bizarre, tu vois, c'est un mec que je bosse avec lui depuis 4 ans, j'ai jamais vu son visage, tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un de vraiment dans sa musique de très particulier. Mais même son DJ, parce qu'on connaît Mystical Cut, c'est son DJ et qu'il n'a pas non plus vu son visage. Ah non, c'est... Une fois il est venu dans mon bureau, il arrivait cagoulé, parce qu'en plus c'est cagoule intégrale, hein, c'est genre tu vois rien, cagoule, gants, etc. Flippant. Et il s'est posé en face de mon bureau et les voisins ont appelé les keufs parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que faisait ce mec là, tu vois. Et donc du coup un mec comme Menace, il a une musique vraiment très spé et pourtant ça a explosé sur TikTok à un moment, tu vois. Il y a eu vraiment une trend sur Ski Boy et sur d'autres morceaux, alors que musicalement il n'y avait rien pour plaire à TikTok. Donc je pense qu'effectivement TikTok, il y a des formats qui sont majoritaires et certains artistes qui essayent de reproduire, d'atteindre ces formats-là, mais en vrai, 1 fois sur 3 ça marche pas, tu vois. C'est ça. Et mais par contre, il y a des morceaux qui explosent, tu vois, moi je bosse avec un mec comme Folies. Folies qu'on a découvert ici, qu'on joue ici, franchement je trouve ça lourd, moi. Tu vois, et lui par exemple ça a pris sur TikTok, alors je trouve pas du tout que ce soit un format TikTok, tu vois. Un peu funky. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est assez spé, c'est un peu à l'ancienne et tout, la manière dont c'est fait, enfin c'est très actuel, mais il y a un côté vintage dans la manière dont c'est fait. Et donc du coup je pense que oui, TikTok influence la musique, mais en vrai la force de TikTok, et moi je trouve que c'est bien par rapport à plein d'autres choses, c'est que n'importe qui peut péter dessus. Et donc tu peux pas forcer le succès sur TikTok, donc t'as beau essayer de refaire le format, c'est pas pour autant que la douille elle va être prise, tu vois. Après il y en a qui le font bien, tu vois, il y a... Quand DJ Benz il annonce un morceau avec NASA et Que Black, 1, 2, 3 Soleil, ils ont le bon teasing, ils ont le bon truc. Le moment dans le morceau. Voilà, voilà. Bon, pour le coup, ils l'ont bien fait, mais il y en a plein qui essayent et ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que sur TikTok, tu peux passer par des agences d'influence que tu vas payer pour que leurs influenceurs fassent des trends, enfin, fassent des chorés ou fassent des vidéos sur ta musique. Et la difficulté de ces agences d'influence, c'est que c'est tellement aléatoire TikTok que tu as très peu de chances de savoir si ça va marcher. C'est-à-dire que des fois, ça peut exploser. Pour la même campagne, hein, il y en a un sur un morceau ça a explosé, l'autre ça va pas marcher, tu vois. Donc c'est la preuve que c'est très aléatoire, parce que t'as beau payer les influenceurs, ça marche 1 fois sur 2. Ok. Là, si je te dis que je suis un jeune artiste et que c'est mon meilleur pote, mon manager, il se démarre, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Eh ben, je lui dirais de lire Rabos, tes livres, comme ça il va se former rapidement. Non, c'est une question qui est intéressante, parce que tu vois, les managers sont très mal payés en France. Ouais. En gros, t'es payé 15% de l'artiste, d'accord ? Ça peut être très bien si l'artiste est big, pète. Sauf qu'avant d'être big, il y a une étape, tu vois. Et tout à l'heure, on te parlait je te disais que l'artiste va toucher, par exemple, 12%. Donc en fait, quand tu touches 12%, le manager, il a 15% des 12%. Des 12%, ouais. Tu vois ? Donc en gros, il a 1,8%, tu vois. Et donc du coup, vivre en un manager, si tu veux vivre bien, on va dire, juste vivre de manière globale, on va dire, il faut que tu rentres 3 000 € par mois. 3 000 € par mois, parce que les 3 000 €, tu payes tes charges, t'es auto-entrepreneur, il te reste 2 000 € pour vivre. C'est pas le bout du monde, tu vois. Ouais. Mais 3 000 € par mois, faut que t'aies un artiste qui en génère 20 000 par mois. C'est un gros artiste qui génère 20 000 € par mois. Donc en gros, il y a peu de structures professionnelles de management. En tout cas pour les artistes en développement. Ouais. Parce que le mec qui manage un artiste en développement, il a peut-être passé 2 ou 3 ans sans gagner 1 €. Ah ouais. Donc qui est prêt à faire ça ? Un débutant, potentiellement un pote à toi. Ouais.
Donc il faut quand même bien prévenir son pote de ce que c'est la réalité d'un manager. Du coup, il y a deux problématiques. C'est que le pote, déjà, je pense qu'il n'est pas sûr au début qu'il a aussi peu touché, tu vois. Et la deuxième, c'est qu'en fait, il va falloir qu'il se forme, qu'il y passe du temps, alors qu'il n'y a pas de thunes, tu vois. Ouais. Et surtout, les artistes en développement, mais souvent les managers, c'est aussi les producteurs. Et alors ça, c'est une autre problématique. C'est qu'effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que le manager, il est payé par l'artiste. Il lui donne 15% de ce qu'il gagne. Le manager est l'employé de l'artiste. Le producteur, c'est celui qui emploie l'artiste. C'est son patron. C'est celui qui finance l'album et qui lui donne un pourcentage en échange de ce qu'il génère. Et effectivement, dans le rap, t'as un espèce de truc où les termes ne sont pas toujours maîtrisés. Et souvent, celui que tu appelles ton manager, c'est ton producteur. C'est ton producteur, ouais. Et normalement, ton producteur, faut qu'il ait un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, c'est ton manager. Donc s'il est à la fois producteur et manager, qui va dire à ton producteur que le contrat n'est pas assez bien ? Vu qu'il fait les deux rôles. Il est jugé parti. Donc c'est ça la difficulté. C'est que comme en général t'as pas de manager, t'as un producteur qui fait aussi des trucs de management, mais en fait il te défend peut-être il te défend peut-être par rapport à d'autres partenaires, mais pas par rapport à lui-même. Et ça c'est une des difficultés. Mais comme de l'autre côté les managers sont archi mal payés, en fait à un moment c'est normal qu'il n'y ait pas vraiment de managers professionnels qui prennent des risques sur des tout petits artistes. Ok, bon, vous avez toutes les réponses dans Rap Boss, le livre de Florian Lesser. Et puis vous pouvez évidemment aller écouter le podcast qui est de retour, puisqu'il y a eu une petite pause. Il y a combien d'épisodes en tout là ? On a fait 15 épisodes. Sur la nouvelle saison ou non, sur la première. Première saison, on a fait 14 épisodes. On a fait une pause à partir de juin. On a repris en septembre. Et c'est Alassane Konaté, qui est boss des labels rap chez Warner. Avec qui t'as débuté, toi ? Avec qui moi j'ai débuté, qui est du coup le premier invité de la saison 2, qui est sorti début septembre. Et qui est aussi la personne qui m'a fait l'honneur de signer la préface de Rap Boss. Exactement. Puisque du coup, il a fait une préface. C'était un clin d'œil vu qu'on a commencé ensemble. Maintenant, on est plus adversaires, puisque je dois négocier les artistes avec lui. Donc moi, je défends les intérêts de mes artistes. Lui, il défend les intérêts de son employeur. Mais voilà, il m'a fait la belle passe et puis on a fait un super épisode où ça crie beaucoup mais on apprend plein de choses. Bon, allez écoutez ça et allez lire ça surtout. Rap Boss, Florian Lesser, c'est dispo partout depuis la semaine dernière. Merci Florian d'être passé nous voir, c'était très Merci cool. à tous. On a appris des choses.